Monsieur le député cher Charles Rodwell, merci des propos que vous avez tenus. Comme on dit dans les films américains, ça fait ma journée. Je me permettrai de rebondir. Si on a réussi à avoir un budget qui n'est pas parfait, chère Delphine, mais on a fait au mieux, c'est aussi parce qu'on a eu quelques mousquetaires talentueux dans la majorité qui se sont battus jour et nuit pour défendre les positions, dont Charles. Et donc, voilà, remerciements partagés. Alors, mon acte n'est pas désintéressé parce que normalement, on va quand même recommencer bientôt. Et je vous en dirai peut-être un mot. Monsieur le Président, cher Augustin de Romanet, je saisis cette occasion dans mes nouvelles fonctions pour te remercier très sincèrement et très chaleureusement de ton engagement au service de la place de Paris, qui est extrêmement précieux, à la fois ce que fait la place et ton engagement, et qui mérite le respect de tous, et sur lequel tu sais que tu peux compter sur moi dans cette mission importante qui est la sienne. Chère Marianne, qui est là, voilà, salut à toi, Madame la Présidente de l'Autorité des marchés financiers, Mesdames et Messieurs les acteurs de la place, chers amis, je suis ravi de vous retrouver, même si effectivement, historiquement, j'étais plutôt à votre place qu'à la mienne, mais on s'habitue petit à petit. En ces temps d'incertitude, c'est important d'écouter la communauté des affaires et le dialogue avec les entreprises, avec les entrepreneurs, avec la place, est au cœur de notre stratégie économique. Le dialogue, ce n'est pas seulement dialoguer avec l'ensemble des parties pour faire voter un budget, c'est dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes pour le construire. Et ça fait partie de la méthode de travail voulue par le Premier ministre et qui m'est complètement naturelle. Notre volonté, notre projet économique, c'est une France qui reste stable, qui reste compétitive, enfin je vais venir, qui améliore sa compétitivité, parce que il ne m'échappe pas qu'on a un petit sujet de ce côté-là, et qui reste un des meilleurs endroits au monde pour investir. En tout cas, c'est déjà un des meilleurs endroits en Europe, hein, ce que a dit EY pour la 6e année de suite, mais pour avoir visité un grand nombre de pays récemment, je pense que le combat n'est pas terminé. Donc je veux rappeler au titre du service après-vente du bilan du mandat et demi du président de la République et des gouvernements qui l'ont servi, ce que nous avons fait. Et quelque part, ce que je vais vous dire, c'est ce que nous avons pitché lors des réunions du FMI à Washington, lors de nos visites en Égypte, dans le Golfe, en Asie du Sud-Est, encore récemment. Et je veux le rappeler parce que les images s'estompent. Et ce que dit EY, il faut vraiment le documenter et le présenter aux investisseurs dans le monde entier. C'est ce que nous faisons. D'abord, le développement de la place de Paris, en fait la première d'Europe continentale, ce qui est évidemment une très bonne chose. Et nous voulons la renforcer et maintenir un environnement attractif. Et ce n'était pas une donnée de la science. Lors du Brexit en 2016, il y avait une vraie inquiétude que en fait, la place financière dérive vers Londres. Et en fait, grâce au travail de toutes et tous, et je vous en remercie, eh bien, c'est Paris qui est devenu l'endroit naturel pour relocaliser les activités. Alors même qu'en 2016, la réalité m'oblige à dire qu'un certain nombre de réformes qui ont été faites depuis étaient depuis trop longtemps retardées. Donc, cette bataille a commencé à être gagnée dans un environnement qui n'était pas favorable. Depuis, je rappelle que nous avons réduit la fiscalité en France pour les particuliers et pour les entreprises. Quand je dis dans les pays étrangers que le taux de l'impôt sur les sociétés est passé de 33 à 25%, on l'oublie, mais en termes d'attractivité, c'est un élément essentiel. Les impôts de production ont baissé de l'ordre de 10 milliards d'euros. L'impôt sur la fortune a été transformé en IFI, ce qui évite de taxer les actions, chère Delphine, notamment. Et nous avons simplifié et unifié la fiscalité. On est de vieux amis, c'est pour ça que je me permets de l'apostropher amicalement et chaleureusement. Et nous avons unifié et simplifié la fiscalité du capital avec la flat tax à 30%,
ce qui nous met dans une moyenne mondiale. J'ai été récemment aux États-Unis interrogé sur certaines difficultés de la vie des entreprises en France, et pour avoir beaucoup travaillé aux États-Unis, je leur ai demandé si l'environnement juridique américain était vraiment facile et si le fait d'avoir 3 juristes dès qu'on faisait quelque chose était plus simple que d'avoir un cadre administratif dont je conviens qu'on peut encore le simplifier. Il y a une loi simplification d'ailleurs en train d'être examinée et que donc nous devons nous améliorer certes, mais heureusement nos avantages comparatifs sont réels. Puis le droit du travail a été modifié grâce aux ordonnances de 2017. Je n'y reviens pas, vous connaissez tout cela. On a encouragé l'usage de l'anglais dans les échanges avec l'administration fiscale et les autorités de supervision, accéléré les procédures d'agrément et mis en place un guichet unique via la mission de Christian Noyer que j'ai croisé tout à l'heure et qui je repartais, je crois, pour d'autres réunions. En 2024, la loi d'Alexandre Holroyd, qui a été un excellent président aussi de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, dite loi attractivité, a renforcé le cadre pro-business avec l'introduction d'actions à droit de vote multiples pour les sociétés cotées et l'assouplissement de certaines catégories d'augmentation de capital. Et puis s'ajoutent les avantages structurels, nos talents, des régulateurs compétents. Je pense à l'AMF, je pense à la CPR, et évidemment nos infrastructures et tant d'autres points forts que je ne pourrais pas citer pour ne pas être trop long. Tous les secteurs en bénéficient. Ce qui se passe sur l'intelligence artificielle, c'est quand même tout à fait passionnant. On a mobilisé, lors du sommet qui a eu lieu à l'Élysée, 109 milliards d'euros d'investissement. Et ça commence à arriver sur le terrain. On a une des plus belles licornes mondiales avec Mistral AI, mais il y en a d'autres. Et pour avoir visité des grands investisseurs, notamment du Golfe, qui veulent aussi s'engager dans le secteur, clairement, ils ont mis la France sur la carte. Mais aussi les énergies renouvelables. Ce matin, on signait avec les acteurs du nucléaire un plan de développement du nucléaire où on va retrouver une excellence, y compris mondiale, parce qu'un grand nombre de pays veulent bénéficier de notre expertise technologique, et puis les biotechnologies, et, comme le disait le Président, le secteur financier qui est en première ligne. Et j'ai bien noté le commentaire sur les dérivés actions, qui est un de mes combats, et sur lequel j'aimerais bien qu'on puisse avancer. Depuis 2019, 50 000 emplois ont été créés dans les services financiers et Paris compte 314 000 emplois dans le secteur, c'est-à-dire beaucoup plus que les autres capitales d'Europe continentale. Et donc, malgré la situation politique, qui est une situation où nous avons un gouvernement de coalition, et j'y reviendrai, nous continuons à progresser et je pense très sincèrement que nous pouvons continuer à le faire. Alors certes, les défis sont nombreux et je dirais même, ayant été nommé il y a bientôt 6 mois, l'accumulation de sujets un peu imprévus est un peu étonnante. Donc on se dit que ça va finir par s'arrêter et dans l'intervalle, on fait face avec calme. Donc je ne reviens pas sur les défis géopolitiques. Je ne reviens pas sur la bataille sur les tarifs avec les Américains. Quand même un petit mot de confort dans cet environnement. Nous avons tenu il y a 2 semaines et demie, peut-être était-ce grâce à l'isolement dans les montagnes rocheuses canadiennes, un G7 des ministres des Finances, et où l'alignement stratégique entre les membres du G7 a commencé à se refaire. On le voit sur les sujets géopolitiques et j'espère qu'on pourra le voir aussi sur les sujets économiques. Donc, comme dans les autres domaines, le dialogue finit par amener des résultats. Et en tout cas, le dialogue a repris avec nos amis et alliés américains. Ça va mieux en le disant. Les besoins de financement sont massifs pour la transformation écologique, pour le numérique, pour la défense, pour l'évolution démographique. Donc nous avons besoin de la place parce que tout cela va passer largement par les entreprises et moins par l'État. Ça fait partie des sujets qui sont tout à fait structurants dans la politique que nous menons. Donc on veut maintenir notre politique d'attractivité dans le contexte qui est le nôtre et on est très attentif aux travaux de Paris Europlace et toutes tes propositions, cher Augustin, sur les marchés financiers, le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et on continuera naturellement à dialoguer sur ces sujets. Et le manifeste pour un meilleur financement des entreprises par les marchés de capitaux piloté par Euronext,
je vais citer Stéphane Boujna là, pour changer un peu, est signé par un grand nombre d'acteurs de la place et évidemment sur, je ne vais pas dire sur ma table de nuit, mais en tout cas sur mon bureau. D'ailleurs, pour donner des exemples récents, mais je suis ravi que ça a été évoqué par vous parce que c'est important, on a voulu continuer à rendre le droit national plus attractif pour la gestion d'actifs et renforcer la capacité du secteur. Le 12 mars 2025, donc c'est tout récent, nous avons adopté une ordonnance relative aux organismes de placement collectif qui simplifie divers aspects du droit des sociétés de gestion d'actifs, notamment l'articulation avec le droit des sociétés. Et nous avons décidé, dans le cadre de la préparation du budget pour 2026, de préserver la stabilité fiscale. Charles, je sais que je peux compter sur votre aide et celle de vos collègues sur ce point, à tel point que la contribution exceptionnelle, et je le redis devant vous, sur l'impôt des grandes sociétés qui était dans le PLF 2025, nous avons pris l'engagement de la supprimer et cet engagement sera tenu. Nous venons donner un signal fort de maintien de la compétitivité de la place. Donc le taux d'IS restera à 25%, la flat tax est maintenue, le régime des impatriés est préservé et nous concentrons nos efforts. Et vous mesurez que ce n'est pas d'une simplicité biblique, vu les traditions de notre pays, à la réduction de la dépense publique. Nous considérons qu'avec 1 700 milliards d'euros, je vous fais grâce des virgules, de dépenses publiques, c'est-à-dire 57% du PIB, nous sommes à un pic et que ce n'est pas la maîtrise de la dépense que doit faire la réduction des déficits, qui par ailleurs est impérative, et non pas par de nouveaux impôts, d'autant qu'on parlait de compétitivité. Nous avons décroché malheureusement en termes de compétitivité. Nous avons décroché parce que si le dernier rapport du COR qui a fuité le dit bien, notre régime social ne coûte pas forcément beaucoup plus cher que celui d'autres pays, notamment européens. En revanche, le PIB par habitant est très insuffisant parce que la quantité de travail, pour des raisons que vous connaissez, est insuffisante et parce que l'évolution de la productivité est insuffisante. Et la solution à cela, c'est l'investissement dans les entreprises. Et donc, la place est absolument impératif parce que rétablir notre compétitivité, c'est le cœur, en fait, du projet. Si le taux d'emploi était celui d'autres pays européens et si le PIB se rapprochait de celui d'autres pays européens, nous n'aurions plus de problème de finances publiques. Et c'est quand même plus facile, enfin, plus exigeant de le traiter comme ça, mais plus porteur d'avenir, que de le faire en augmentant les impôts. Alors, le constat qui revient souvent, et j'arrive à la dernière partie de mon propos, qui est l'Europe. C'est que nos marchés sont trop fragmentés, peu profonds, peu liquides, et que même s'il y a de grands acteurs européens, notamment Euronext, il y a quand même une différenciation des marchés. D'ailleurs, quand on va dans les différents pays où il y a de grands investisseurs, et j'ai vu les grands investisseurs récemment d'Abu Dhabi ou de Singapour, ça fait déjà quelques milliers de milliards si on ajoute tout cela, en fait, ils ne voient pas l'Europe. Alors l'avantage pour nous, c'est qu'ils voient bien la France, mais je pense que ça irait beaucoup mieux s'ils voyaient l'Europe dans son ensemble, sachant qu'au passage, je pense qu'ils n'oublieraient pas la France. Et c'est pour ça que nous avons décidé de la relance de ce qui s'appelait l'Union de marché de capitaux et qui s'appelle maintenant Savings and Investment Union, même si on a gardé l'habitude de parler d'Union de marché de capitaux. Et je peux vous dire que j'ai d'assez grands espoirs dans ce projet, même si je ne vous cacherai pas qu'il a peu avancé ces derniers temps. Alors, il a quand même avancé sur un point important, qui est la relance du marché de la titrisation, et ça n'est pas rien, sur lequel une directive est en préparation. Mais sur les autres aspects, il a peu avancé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de moteur franco-allemand pour pousser ces dossiers de convergence. Il y a maintenant un nouveau gouvernement en Allemagne depuis le 6 mai, donc c'est assez récent, avec lequel nous travaillons de façon très étroite. Mon homologue Lars Klingbeil est par ailleurs vice-chancelier. Nous ferons un conseil des ministres franco-allemand avant la fin du mois d'août et nous souhaitons porter dans l'agenda franco-allemand et dans l'agenda de l'Union européenne le fait d'aller plus vite dans la mise en place de cette union de marché de capitaux, avec notamment la création d'une supervision européenne en donnant plus de pouvoir à l'ESMA. Et je sais que c'est un projet qui est porté, y compris avec beaucoup de sens de l'intérêt général par l'AMF, mais on voit bien que l'ESMA de demain, ce n'est pas forcément l'équivalent de la BCE pour la supervision bancaire, mais on voit bien qu'on a une marge qui nous permet à la fois d'avoir une meilleure supervision européenne, tout en gardant évidemment des superviseurs nationaux qui resteront indispensables.
Et puis pourquoi est-ce que nous faisons tout cela? Pour mobiliser l'épargne des Européens. Et il y a un des sujets qui mérite profondément, depuis que j'ai l'honneur et l'avantage d'être sur cette place dans différentes positions, banquier, assureur et directeur général de la Caisse des dépôts, c'est la proportion beaucoup trop importante de notre épargne qui va aux États-Unis. Alors je connais l'argument, on dit oui c'est plus rentable. Ben oui c'est plus rentable parce qu'il y a plus de capitaux qui y vont. Et si les licornes restaient escotés sur Euronext, qui fait tout pour les attirer avec tous les arguments techniques qui vont bien, eh bien, nous aurions une meilleure croissance de nos marchés de capitaux, qui, à leur tour, permettrait aux investisseurs d'investir plus en Europe. Donc, dans l'œuf et la poule, on sait qu'il faut commencer par les deux à la fois. Donc, l'union de marché des capitaux, et aussi veiller à ce que la quote-part d'investissement européen qui aille vers les émetteurs européens s'accroisse. Et on a fait quelque chose de très original, je crois, dans le fonctionnement de l'Union européenne, qui marche bien, mais qui est parfois, qui prend parfois un petit peu de temps. C'est que nous avons fait une initiative d'États membres dans le cadre d'une idée de nos amis espagnols qui s'appelle le Competitive Lab, c'est-à-dire le laboratoire de compétitivité. Et c'était une initiative entre États membres que nous avons développée depuis 6 mois. Et nous avons mis en place un label, et merci de l'avoir signalé tout à l'heure. C'est donc quelque chose de très simple. Au lieu d'inventer le projet européen avec un produit tellement compliqué que personne n'a compris comment il fonctionne, nous avons dit qu'il y a un certain nombre de critères qui justifient qu'il y a un label Finance Europe, et sur la base de produits existants, donc les épargnants vont reconnaître, vont apprécier parce que c'est leur produit, avec leurs habitudes, leur fiscalité, simplement avec le label européen qui sera un plus. Et le label européen, c'est qu'au moins 70% des investissements soient réalisés en Europe. Et là, si cette initiative, qui aujourd'hui réunit 7 pays, mais il y avait d'autres gouvernements qui étaient présents, on a fait ça à Bercy jeudi dernier, qui veulent nous rejoindre, ça peut créer une dynamique qui va orienter plus d'épargne vers nos marchés. L'orientation est claire, c'est l'investissement productif. Nous souhaitons qu'il n'y ait aucune garantie de capital qui soit exigée pour que ce soit vraiment de la prise de risque et que les incitations fiscales nationales, telles qu'elles existent, demeurent. Alors, pour conclure, ou plutôt avant de conclure, même si je n'avais pas prévu d'en parler, je vais revenir sur la capitalisation. Vous pouvez imaginer, vu mon parcours, que je connais les mérites de la capitalisation, qui sont considérables, puisque d'une part, ça améliore les retraites de ceux qui en bénéficient, puisque le rendement des marchés financiers est supérieur à l'évolution du PIB sur une longue période, et on parle de retraite, donc ça s'applique. Et puis par ailleurs, ça donne de l'épargne longue qui finance nos entreprises et qui anime la place. Donc c'est un projet qui est utile et important. J'ai juste un souci sur le timing, qui est que pour réussir politiquement un projet de ce genre, il faut que ça bénéficie à tous. Et donc, ça veut dire qu'on introduit une nouvelle tranche de prélèvements obligatoires quelque part. Parce que si c'est pour inciter les gens qui ont de l'épargne, en fait, ils pratiquent déjà la capitalisation d'une façon ou d'une autre. Et donc, il faut trouver probablement un moment plus favorable pour qu'on ait un peu de marge dans nos finances publiques pour financer l'amorçage de cela, même s'il y a des produits déjà dans les entreprises qui existent, le PERCO, etc., pour le mettre en place. C'est mon seul sujet, et incidemment, évidemment, la représentation nationale est souveraine, et si ce texte est voté, ça veut dire qu'une solution sera trouvée, et j'en serai ravi. Je veux conclure en vous disant 2 choses. D'abord, je n'oublie pas ce que je dois à la longue fréquentation de ces bancs, et je peux vous dire, vous pouvez compter sur moi parce que je connais la nécessité d'avoir une place de Paris forte pour notre économie dans un souci d'intérêt général et dans le rôle qui est le mien. Puis je vais terminer par une note un peu optimiste, même si j'admets qu'elle est teintée d'incertitude. On est dans un moment très particulier. Nous avons politiquement une coalition qui est diverse. Nous avons une situation internationale d'une extraordinaire complexité.
Moi, je forme l'espoir que ce soit dans ces moments-là, et à un moment d'ailleurs où nos finances publiques sont quand même un moment où, si on n'inverse pas la tendance, on aura un problème, comme je l'ai dit ce week-end, sur le refinancement de notre dette, parce que vous connaissez notre notation et les avis des agences de notation, donc ça serait bien que le prochain mouvement soit plutôt vers le haut. Et moi, je pense que c'est des moments, grâce aux élus, qui sont très mobilisés. C'est aussi un appel à ce que Charles mais je sais qu'ils sont déjà mobilisés, d'ailleurs on a déjà commencé à travailler ensemble. Ça peut être le moment de faire des choses transformantes pour le bien de notre économie, surtout que ce gouvernement, sans être forcément un gouvernement de mission, les intérêts politiques des uns et des autres n'ont pas complètement disparu, je ne vous le ferai pas croire, mais fondamentalement est un gouvernement qui pense qu'il a une mission à jouer au service du pays, même si ça implique de prendre des risques. Je dirais même, il n'y a qu'en prenant des risques sur des réformes importantes que nous pourrons remplir l'ensemble de nos objectifs, restaurer la compétitivité, restaurer l'attractivité de la place et réduire nos déficits. Donc voilà, vous comprenez que l'ambition ne nous a pas quittés. Merci encore de m'avoir invité et merci de tout ce que vous faites.